Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Les Incorrectibles sur Sud Radio en ce deuxième dimanche post-déconfinement. Je suis de nouveau dans ce studio radio des Incorrectibles, mes précautions obligent. Encore cette semaine, notre invité incorrectible sera avec moi à distance dans un instant pour commenter cette actualité comme toujours malheureusement dominée essentiellement par cette pandémie de Covid-19. Alors comme chaque dimanche, je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter en direct, que ce soit sur Sud Radio, mais aussi nous voir en live sur Facebook via la page Sud Radio ou encore en replay depuis la playlist des Incorrectibles sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Allez, nous sommes ensemble pour 1 heure. C'est parti pour les Incorrectibles. Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo. Alors, mon invité de ce dimanche est un homme politique au CV bien fourni. Il est docteur en sciences économiques. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi de l'École nationale d'administration. D'origine égyptienne, il est naturalisé français à l'âge de 20 ans et se considère, je cite, comme un Français de souche par naturalisation. Dès le lycée, il s'intéresse à la politique et soutient le mouvement des jeunes socialistes, mais c'est vers le Front National qu'il se tourne ensuite et auquel il adhère en 2016. Il est aujourd'hui membre du Bureau national du Rassemblement national et délégué national aux études et argumentaires. Reconnu pour son franc-parler et ses interventions remarquées à la télévision, il s'était fait plutôt discret ces dernières semaines dans les médias. C'est pourquoi je suis ravi qu'il ait choisi les Incorrectibles sur Sud Radio pour rompre ce silence. Je le disais, en ce second dimanche de déconfinement, pour nous donner son point de vue sur l'actualité du moment et les enjeux à venir. Jean Messia, bonjour. Bonjour Monsieur Morillo, merci pour votre invitation. Eh bien, merci de l'avoir accepté. Alors, comme je le faisais remarquer il y a un instant, on vous a peu vu et entendu dans les médias depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Et si je vous pose cette question, c'est que je crois savoir que vous souhaiteriez en profiter pour rendre un hommage. Je vous laisse nous en dire plus. Oui, écoutez, en toute transparence, j'avais déjà annoncé à mes abonnés sur les réseaux sociaux que j'ai eu un problème de santé sévère qui a nécessité une intervention chirurgicale particulièrement lourde et qui m'a valu à peu près 16 jours d'hospitalisation. Donc c'est pour ça, effectivement, que j'ai été absent des ondes et des plateaux télé ces dernières semaines. Et bien entendu, je voulais rendre hommage à tout ce personnel soignant grâce à qui je suis toujours là, à la fois les médecins qui m'ont opéré, les infirmiers, tout le personnel, si vous voulez, hospitalier, qui s'est occupé de moi pendant tous ces jours et à qui je voulais rendre vraiment un vibrant hommage parce qu'ils font un métier remarquable. Ils sont dans une forme d'abnégation sacerdotale au service des malades. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils ne font évidemment pas ça pour l'argent parce qu'en réalité, ils sont très mal payés, mais ils ont à cœur leur métier et on voit, si vous voulez, le côté admirablement sacrificiel au sens le plus noble du terme qui vraiment force l'admiration. Et je voulais vraiment leur rendre ce matin un vibrant hommage, à la fois bien sûr pour mon cas personnel, mais évidemment dans ce contexte pandémique où ils ont été aux premières lignes du combat contre la pandémie qui ravage notre pays. Alors Jean Messia, après cette expérience que vous avez vécue, je suppose que comme beaucoup, vous avez dû être assez surpris quand récemment le président de la République, c'était lors d'un entretien accordé dans un documentaire sur BFM TV, et il a confié qu'il n'y avait jamais eu de pénurie de masques. C'est un affront fait au personnel hospitalier, selon vous, aux soignants en général qui en ont cruellement manqué au pic de l'épidémie, ou alors c'est juste une bévue de plus en termes de communication, selon vous? Non, je pense que si vous voulez, c'est un mensonge de plus parmi tous ceux que les Français ont entendus depuis le début de cette crise du Covid. Vous savez, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français ne sont pas satisfaits de la manière dont cette pandémie a été gérée. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui disent il fallait il y avait qu'à, tout était prévisible, etc. Il y a deux choses sur lesquelles le gouvernement a raison d'insister, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était depuis un siècle l'une des graves crises pandémiques que la France et l'Europe a traversées. Bon, ça, c'est pas la faute du gouvernement. Et la deuxième chose, c'est que la France n'est pas le seul pays, en l'occurrence, à avoir été ravagé par cette pandémie, puisque nous sommes le 5e pays en termes de mortalité par million d'habitants. Devant nous, il y a la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède et les Pays-Bas nous talonnant, etc. Donc là encore, c'est pas le fait du gouvernement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas, si vous voulez, pour le gouvernement à se défausser ou à se disculper de toute forme
de responsabilité. Madame Marisol Touraine, qui a été ministre de la Santé de Hollande de 2012 à 2017, a accordé à BFM TV une interview au 12 avril. Elle disait que quand elle est arrivée au ministère de la Santé, il y avait un stock de 730 millions de masques. Et quand elle a quitté le ministère en 2017, le stock était de 750 millions de masques. Or, en mars 2020, le Premier ministre Édouard Philippe et son ministre de la Santé Olivier Véran nous expliquent que le stock de masques ne s'élève qu'à 100 millions. Donc les Français sont en droit de savoir qu'est-ce qu'est devenu le reliquat de 650 millions de masques entre l'été 2017 et mars 2020. Vous laissez entendre qu'ils ont été détruits ? Et là, justement, une commission parlementaire et au-delà la justice, qui devra être saisie, devra faire toute la lumière sur la disparition de ces stocks. Mais je crois que le deuxième mensonge, monsieur Morio, a été encore plus grave que celui que vous citez. Parce que lorsque le gouvernement, pendant 3 semaines, entre la fin février et à peu près le 20 mars, alors oui, c'est ça, que les masques ne servaient à rien, que de toute façon, il n'y avait pas assez de masques, mais que de toute façon, les masques ne servaient à rien. Pendant ces 3 semaines fatidiques, les Français ont continué à vivre normalement, à prendre les transports, à se recevoir les uns les autres. Les soignants ont continué à soigner sans protection, et je ne vous parle pas des soldats dits de la deuxième ligne. Donc au cours de ces 3 semaines, la maladie s'est propagée à une vitesse grand V. Or, dès le 4 février, le comité scientifique savait déjà, donc le gouvernement aussi, savait déjà que nous avions affaire à une maladie respiratoire très grave, à une maladie extrêmement contagieuse comme le fut H1N1, pour laquelle d'ailleurs nous avions constitué les masques, que la maladie pouvait, en tout cas le virus pouvait rester suspendu dans l'air pendant plusieurs heures et qu'elle pouvait être transmise par des sujets asymptomatiques. Donc il aurait fallu dès le départ, dès que cette information, le 4 février, au moment où le conseil scientifique la sortait, il aurait fallu que le gouvernement dise la vérité aux Français, à savoir que les masques sont indispensables, que les tests sont indispensables, et à ce moment-là, même si nous n'avions pas les stocks, au moins le gouvernement, en disant la vérité, aurait pu mettre en branle ce qui s'est mis en branle des semaines après, c'est-à-dire un système D. C'est-à-dire que les Français se seraient mis à fabriquer leurs propres masques, les pharmacies auraient commencé à fabriquer leur propre gel hydroalcoolique, et on aurait comme ça gagné plusieurs semaines et sans doute plusieurs. Et on est la 5e puissance mondiale. Alors justement, j'en profite quand même un peu pour rebondir sur ce que vous dites, parce que j'aimerais à l'attention de nos auditeurs faire un bref rappel de toutes ces contradictions. Alors il y a eu donc le 26 janvier, donc même avant le 4 février, le conseil éclairé d'Agnès Buzyn, donc qui était ministre de la Santé. Il ne faut pas acheter de masques en pharmacie, disait-elle. Il y a eu la parole de l'expert Jérôme Salomon, c'était le 4 mars. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Il y a eu la parole d'Édouard Philippe, c'était le 13 mars sur TF1. Le port de masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Il y a eu la parole d'Olivier Véran, c'était le 16 mars. Je suis surpris de voir par la fenêtre de mon ministère le nombre de personnes qui sont dans la rue avec des masques, alors que cela ne correspond pas à des recommandations. Il y a eu également Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies car ce n'est pas nécessaire si on n'est pas malade. C'était le 17 mars. Et puis cette même Sibeth Ndiaye qui en rajoutait, moi je ne sais pas utiliser un masque, c'était le 20 mars. Et puis il y a eu enfin le professeur de collège, comme le dirait ironiquement nos confrères, je crois que c'était Marianne, Édouard Philippe, qui le Premier ministre donc a dit devant une mission d'information parlementaire le 1er avril, il n'y a pas de preuve que le port du masque dans la population apportera un bénéfice, sans parler enfin de cette phrase donc d'Emmanuel Macron le 16 avril, je refuse de recommander le port du masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait. Et puis soudainement, depuis le 28 avril, il sera préférable dans de nombreuses circonstances de porter un masque, a dit Édouard Philippe. Voilà, ça vous suscite quoi comme réaction ? Moi, je dis que ces mensonges, encore une fois, et je pèse mes mots, ont été des mensonges criminels au sens propre du terme, parce que de ces mensonges ont découlé des comportements, en l'occurrence de droit commun, si je puis dire, c'est-à-dire que les gens, sur la base de ces propos du gouvernement, en qui il y a quand même un minimum de confiance dans la parole publique, les gens ont continué à vivre normalement et ça a permis à la maladie de se propager de manière très inquiétante et probablement à des milliers, peut-être des dizaines de milliers de morts supplémentaires d'être
enregistrés en France. Alors voilà. vous parlez de justice, vous êtes donc pour des poursuites en justice, pour identifier donc les coupables et les punir, si je vous comprends bien. Évidemment, bien entendu. À partir du moment où les membres du gouvernement ont une responsabilité dans la manière dont la crise a été gérée, vous savez, moi la formule, je suis un enfant des années 80, la formule responsable mais pas coupable, ça c'est une formule qui est passée et datée. Lorsqu'on est responsable, on est nécessairement coupable si la culpabilité est prouvée. Et nous avons des instances pour ça. Et quand j'entends Sibeth Ndiaye nous expliquer, par exemple, que la doctrine a évolué en cours de pandémie, c'est un mensonge éhonté. Et c'est un mensonge qui a un but très simple, c'est qu'elle sait très bien qu'il va y avoir des poursuites en justice. Et en réalité, le gouvernement commence d'ores et déjà à avoir le verbatim qui consiste à se défausser ou à se dédouaner dans la perspective de ces actions en justice qui ne manqueront pas d'arriver. D'une manière générale, Jean Messia, quelle est votre analyse de la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement Macron, indépendamment de ce cas, si je puis dire, des masques ? De manière générale, vous savez, moi j'ai eu envie de relire récemment Une étrange défaite de Marc Bloch. Alors évidemment, je l'ai fait parce que Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est adressé à la nation il y a quelques mois, nous a parlé de guerre. Il a répété au moins une demi-douzaine de fois le mot guerre dans son discours. Et il est vrai que cette pandémie est effectivement une guerre de nature sanitaire, mais une guerre quand même. Or, ce qui est vraiment incroyable, c'est que lorsqu'on relit Marc Bloch, eh bien, le comportement des élites face à la véritable guerre de 40 est en décalcomanie le comportement de nos élites actuelles, c'est-à-dire l'inefficacité, un esprit d'abandon, d'impuissance, de mensonge. J'ajoute qu'on s'était moqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la première guerre d'Irak, lorsque vous aviez le ministre de l'information irakien qui expliquait, alors même que les forces américaines étaient à quelques encablures de Bagdad, expliquait à la population que l'armée irakienne était en passe de remporter la victoire. Eh bien, ce à quoi on a assisté vis-à-vis de la gestion de Covid, c'est la même chose. C'est-à-dire que depuis le début, entre Sibeth Ndiaye, Édouard Philippe et Olivier Véran qui nous expliquent que rien ne sert à rien en prenant le peuple français pour des demeurés, c'est exactement de cette façon-là qu'ils ont communiqué. Donc moi, je dis que depuis le départ, la gestion a été mensongère. Le gouvernement a couru après les événements. Jamais il n'a fait preuve de volontarisme. Jamais il n'a fait preuve d'une politique active visant à juguler la pandémie. Bien au contraire, il a laissé la pandémie se propager avec à chaque fois des mesures qui arrivent en réponse. Eh bien écoutez Jean Messia, on va continuer à en parler jusqu'à 14h. Vous êtes avec nous, ne bougez pas, on revient dans un petit instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les incorrectibles. Du vin au goût de fruits, un vin très généreux, des arômes savoureux. Du vin au goût de fruits, on pleumousse et fraîcheur, on pêche et douceur. Du vin au goût de fruits. Very, c'est toute une variété de parfums Very frais à découvrir. Very, la fraîcheur du vin, la saveur des fruits. Very est une boisson aromatisée à base de vin. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Envie de profiter des beaux jours? Avec les bons plans Jardiland, c'est facile. Du 21 au 24 mai, bénéficiez de 15% de remise sur tous les barbecues et planchas. Oui, j'ai bien dit moins 15% sur tous les barbecues et planchas. Alors tout ça vos grillades. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Sud Radio, En Ariège, à Pamiers. sur 93. Very, la fraîcheur du vin, la saveur des fruits. Et pour du bio à l'apéro, découvrez Very Bio. Very est une boisson aromatisée à base de vin. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Après tout ce temps sans bouger, je rêve que d'une chose. Ah oui? À quoi? Nous échapper un peu, prendre la route. Pour ça, il nous faudrait une nouvelle voiture. On peut toujours rêver. Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel Desirio à un super taux et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les Incorrectibles sur Sud Radio en direct comme chaque dimanche avec notre invité cette semaine. Il s'agit de Jean Messia, le délégué général national du Rassemblement national. Alors Jean Messia, on parlait bien sûr de cette gestion du Covid par le gouvernement. Une autre actualité de cette fin de semaine, c'est bien sûr cette décision enfin du gouvernement, bien qu'elle soit peut-être provisoire, d'organiser le second tour des municipales le 28 juin prochain, sous réserve, je le disais, que la sécurité sanitaire le permette. Un point sera fait d'ici là et cette décision pourra être annulée en cas de danger avéré. Près de 5000 communes sont concernées. Chaque électeur aura obligation de porter un masque. On espère qu'ils les auront cette fois, tout comme les membres du bureau de vote et les scrutateurs au moment du dépouillement. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Jean Messia ? Écoutez, moi je pense que l'élection municipale de toute façon doit avoir lieu, puisque c'est prévu comme ça dans le calendrier. La date du 28 juin, je ne sais pas sur quoi elle est basée. C'est exactement d'ailleurs pour la date du déconfinement qui a été décidée au 11 mai. J'ai l'impression que le gouvernement balance comme ça des dates, un peu fait de manière fétichiste. En tout cas, Emmanuel Macron, à charge pour le gouvernement, le cas échéant, ou pour l'administration, de se débrouiller pour rendre ces dates possibles sans trop de problèmes et sans trop de dangers. Alors moi, bien sûr, si le 28 juin, le gouvernement est capable de nous garantir que à la fois il y aura des masques pour tous les électeurs évidemment, mais surtout des masques FFP2 pour les assesseurs, les membres du bureau de vote, les présidents de bureau de vote, etc. Et qu'il y a un respect, si vous voulez, des gestes barrières de manière générale, moi je dis qu'il faut y aller, il y a pas de souci. Mais est-ce que le gouvernement est capable de garantir ça ? C'est ça ma problématique à moi. Parce que jusqu'à présent, en réalité, le gouvernement n'a été capable de rien garantir du tout. Et à chaque fois qu'il a annoncé des choses, la moitié s'est avérée ou fausse ou mensongère. Donc moi, je m'interroge sur la date. Si j'ai des garanties que le scrutin se déroulera dans des conditions optimales de sécurité, il faut y aller parce que la démocratie doit continuer à vivre. Mais vous savez, au-delà de la municipale, on parle très souvent du monde d'avant et du monde d'après. Moi, je vois surtout que le monde d'après, il ne se fait pas sur une décision, fût-elle jupitérienne, et ni celle d'un monarque, fût-il républicain. Le monde d'après, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Je pense que le contexte est mûr par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette crise de nature exceptionnelle qui a eu des conséquences économiques très graves, qui a des conséquences politiques. On vient d'en parler avec les municipales. Le moment est venu pour que le gouvernement prenne son courage à deux mains, s'il veut vraiment voir à quoi ressemblera le monde d'après. La seule façon de le voir, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et laisser les Français décider quelle sera finalement la forme politique du monde d'après. Oh, mais alors, pardon de revenir à ces municipales, puisque par définition, le second tour fait suite à un premier tour. Vous étiez favorable au maintien de ce premier tour, Jean Messia. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a certainement été l'occasion d'une contamination, malgré les mesures sanitaires prises à ce moment-là, et que donc le même problème pourrait se reposer lors de ce second tour ? Les mesures sanitaires, il n'y en a eu aucune, précisément. C'est-à-dire que, d'abord, lorsque, contrairement aux mensonges, encore une fois, du gouvernement, l'opposition, et vous pouvez consulter tous les partis d'opposition en France, pas un seul parti n'a été consulté par le gouvernement sur cette question spécifique, à savoir qu'il n'y a pas eu la question de dire est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien du premier tour. Donc quand le gouvernement vient aujourd'hui nous dire personne finalement n'était opposé au maintien du premier tour et l'opposition était avec nous, ça n'est pas vrai. C'est un mensonge. La deuxième chose, c'est que sur les mesures sanitaires qui avaient été promises, moi, quand je suis allé voter, personne n'avait de masque. Les assesseurs, les membres des bureaux de vote n'avaient pas de masque non plus. Donc, on ne peut pas dire que le premier tour s'est tenu dans des conditions de sécurité optimales, malgré les déclarations du gouvernement. C'est pour ça que je vous dis, si j'en crois le retour d'expérience du premier tour, entre les déclarations du gouvernement à l'époque et la façon concrète sur le terrain dont le premier tour s'est déroulé, permettez-moi d'avoir un doute sur les mesures sécuritaires et les garanties de mesures sécuritaires que nous annonce le gouvernement pour la tenue du deuxième tour au 28 juin. Alors, en parlant de ces municipales, un petit mot malgré tout de politique et du Rassemblement national et de votre situation en particulier. Vous-même aviez fait part au RN de votre souhait d'être candidat, notamment à Paris. Et néanmoins, le parti vous a préféré Serge Federbusch et sa liste Aimé Paris qui n'a obtenu que 1,5% des voix. Un très faible score donc, au regard donc, des intentions de vote nationales du RN. Vous regrettez le choix de ce candidat ? Qu'est-ce qu'en dit le parti ?
Non, écoutez, moi, je n'ai pas à regretter. Il y a une discipline de parti. Par contre, je peux vous dire que moi, quand j'ai été candidat, enfin, en tout cas pré-candidat à cette élection... Vous auriez mieux fait, vous pensez ? C'était certainement pas pour devenir maire. Parce que, évidemment, maire de Paris, pour le Rassemblement national, c'est quand même compliqué. Mais j'estimais, si vous voulez, que en raison de mon profil particulier, de mon parcours particulier, du fait que je suis un peu médiatisé, je suis un peu connecté sur les réseaux sociaux, j'étais un peu à l'image de Paris. Et qu'il y avait là l'occasion pour le Rassemblement national de reconstituer un socle politique sur lequel il était possible de bâtir une trajectoire politique. Parce que la politique, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas one shot, ce n'est pas un coup. Il ne s'agit pas d'aller dans une élection pour plus jamais y revenir. C'est au contraire un travail de longue haleine et un travail de terrain. Le choix a été fait, le résultat est là. Je pense qu'en haut lieu, le parti va tirer les conclusions qui s'imposent. On vous sent parfois un peu un électron libre au sein de ce parti. C'est un choix, c'est subi. Vous avez le soutien du parti ? Je ne suis pas un électron libre. J'ai régulièrement notre présidente Marine Le Pen au téléphone. J'échange énormément avec elle. Je suis ses instructions. Non, je ne suis pas un électron libre. J'ai un titre au sein du parti. Je suis à la fois délégué national, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je suis membre du bureau national, donc je fais partie d'un collectif. Mais vous savez, ce n'est pas une cour de récréation, hein. Nous sommes des adultes et je crois que l'une des forces de notre présidente Marine Le Pen, c'est précisément de faire confiance à ses collaborateurs, aux gens qui travaillent avec elle pour porter haut, fort et clair la voix du Rassemblement national, chacun avec son style, chacun avec son parcours. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut. Nous avons des réunions de coordination comme tout mouvement, comme tout collectif. Alors justement, vous parliez de votre parcours, ça n'est un secret donc pour personne. Vous êtes un ardent défenseur de l'identité nationale et du modèle assimilationniste. Vous vous définissez, comme je le disais en introduction, comme un Français de souche par naturalisation. Vous ne ratez pas une info sur les exactions commises par des jeunes issus de l'immigration que vous qualifiez, je cite, de racailles dans quasiment presque tous vos commentaires, en particulier les jeunes d'origine maghrébine. Vous-même, vous êtes d'origine égyptienne, donc pays à forte majorité musulmane, mais votre père était chrétien. Vous êtes né au Caire, puis avez grandi en Colombie avant votre arrivée en France à l'âge de 8 ans. Comment vous expliquez, Jean Messia, l'échec du modèle assimilationniste sur une partie des jeunes issus de l'immigration, alors que ceux-ci sont bien souvent nés en France et que leurs parents se sont souvent, il faut le dire, bien intégrés ? Je pense qu'il y a deux choses qui ont joué. Vous savez, moi, j'appartiens à une immigration qui n'était pas une immigration forcément subie. C'est-à-dire que mes parents sont venus en France à l'invitation de la France. Ils ne se sont pas eux-mêmes invités. Vous voyez, on me reproche souvent moi-même d'être opposé à l'immigration de masse, puisque je suis, comme vous l'avez rappelé, moi-même un enfant d'immigré. Mais quand je suis arrivé en France, si vous voulez, je n'ai pas apporté, ni moi ni mes parents n'ont apporté en France des problèmes sociaux, des convictions ou des pratiques religieuses moyenâgeuses. Nous n'avons rien exigé et nos parents ne nous ont pas. Et quelles sont ces conceptions moyenâgeuses que vous dénoncez ? Écoutez, tout le développement d'une certaine forme d'islam, d'une certaine forme d'africanité qui aujourd'hui ont pignon sur rue sur des territoires français entiers. Voilà. Donc il y a des endroits en France où vous n'êtes plus en France, où vous pouvez être au centre du Caire, au centre d'Alger, mais où vous n'êtes plus en France. Donc si vous voulez, et en plus je n'ai pas été élevé dans cette conception par mes parents qui consiste à nous dire que la France est un pays de salauds racistes et de mécréants. Il n'était pas question, quand j'étais jeune, que je foute le bordel dans mon quartier et encore moins que je tire au mortier sur les forces de l'ordre. Vous voyez ? Donc moi, je suis issu d'une immigration à qui, par exemple, on interdisait de parler autre chose que le français dans les transports en commun par respect du peuple des origines. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'immigration que nous avons en France soit sur ce créneau-là. Voilà. Donc en fait, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'un côté la massification de l'immigration, le ralentissement de l'activité économique et un logiciel idéologique qui dirige la France depuis 1981, qui partage finalement avec certaines immigrations la même haine de la France, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité de l'État parfois, parce qu'on ne devient pas haineux comme ça naturellement vers son pays sans raison, non ? Il y a une responsabilité de certaines élites françaises qui dirigent la France depuis une cinquantaine d'années et qui effectivement expliquent à la jeunesse que la France est un pays antisémite, raciste, colonialiste, esclavagiste. Et donc quand vous posez la question
à certaines immigrations, quand vous leur dites « mais vous n'êtes pas là pour vous assimiler », ils vous répondent « mais vous plaisantez ou quoi ? Nous, on est là pour nous venger à cause de la France, pour ce que la France a fait à notre pays d'origine. Parce que quand la France nous a colonisés, elle nous a pillés, elle nous a massacrés, etc. Et donc, ils sont en quelque sorte là par vengeance. Alors moi, la question que je pose à ces élites qui entretiennent cet irrédentisme identitaire, mais qu'est-ce que c'est le vivre ensemble alors ? Comment peut-on d'un côté promouvoir le vivre ensemble et de l'autre promouvoir un discours qui donne raison à certaines immigrations d'être là pour se venger de la France, d'attaquer les forces de l'ordre, voire d'attaquer même les représentants du peuple historique de manière, la plupart du temps, gratuite. Alors Jean Messia, vous restez avec nous, on va faire une courte pause à nouveau, on se retrouve, on est ensemble jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio, donc Jean Messia est notre invité. On revient dans un instant, à tout de suite, merci. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Bravo pour vos émissions, on peut dire tout ce qu'on veut sur Sud Radio, et moi je n'écoute plus que Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Avec l'arrivée des beaux jours, venez découvrir sur manomano.fr tout un tas de machines pour couper l'herbe, les petits arbres ou même les gros arbres. Et si après ça vous avez trop coupé, nous proposons également tout un tas de machins pour replanter. Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Encore plus de choix, plus de services et plus de place. Le 20 mai, venez vivre en grand toutes vos passions nature. Votre magasin Terréo de Pau en Nouvelle-Aquitaine déménage et vous accueille dans un espace 2 fois plus grand. 1200 mètres carrés entièrement dédiés aux chasseurs, pêcheurs, passionnés de nature et d'animaux. Et désormais aussi à tous les cavaliers. Plus de marques, plus de produits, c'est ça votre nouveau magasin Terréo de Pau. Alors rendez-vous à partir du 20 mai pour le découvrir et profiter de toutes nos offres ouverture. Terréo Pau à Sercastet. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De nouveau dans les incorrectibles sur Sud Radio en direct cette semaine avec notre invité. Il s'agit de Jean Messia, délégué national du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va à présent parler d'une actualité évidemment très sensible, celle qui touche bien sûr les banlieues et notamment les récentes violences. Sur les réseaux sociaux, Jean Messia, vous êtes revenu sur la mort de Sabri Choubi, décédé à l'âge de 18 ans dans un accident de moto où le jeune homme ne portait pas de casque. C'était dans la nuit de 17 mai à Argenteuil. Une enquête est en cours. On le rappelle, pour savoir si une voiture de la BAC qui se trouvait à proximité est en cause ou non. Des violences ont éclaté plusieurs nuits d'affilée. Une dizaine d'interpellations a eu lieu. Une marche blanche a même été organisée ce jeudi dans le calme, il faut le souligner. Alors sur votre compte Twitter, vous insurgez contre les médias que vous jugez compatisants, notamment Le Monde, avec ce tweet, je vous cite: Le Monde à la pointe du combat antinational et pro-invasion voit des zones d'ombre incriminant la police nationale dans la mort accidentelle d'une racaille qui faisait le con à moto. L'immonde traître un jour, traître toujours. Et à propos de la marche blanche, vous avez également tweeté: marche blanche des colons à Argenteuil, ils ne veulent plus que la police nationale patrouille dans cette zone de non-France. Alors vous traitez directement ce jeune homme de racaille, alors que certes, on le rappelle, il roulait sans casque la nuit, et pour autant, qu'est-ce qu'on sait de lui? Il est loin d'être le seul jeune à aimer jouer avec la vitesse, qui est totalement condamnable certes, mais est-ce que vous auriez qualifié de la sorte une autre personne si elle était un Français de souche? Ben, évidemment, parce que si vous voulez, moi je n'amalgame pas, si vous voulez, toute l'immigration et tous les comportements. Quand je parle de racaille précisément, c'est pour isoler ce genre de comportement délictueux, pour isoler les individus qui justement salissent l'immigration. Et je ne veux pas, si vous voulez, qu'on ait des réflexes. Mais vous comprenez que vous pouvez choquer quand même avec de tels propos, Jean Messia. Vous êtes un responsable politique. Écoutez, ce sont des mots quand même extrêmement forts. Non, parce que ce qui choque, si vous voulez... Il y a eu un mort en l'occurrence ici. Ben justement, c'est une mort à la fois tragique et absurde. Et ce n'est pas la première fois, puisque vous vous rappelez bien qu'il y a encore 15 jours, on a eu le droit à la même chose avec ce jeune qui s'est cassé la jambe en heurtant une voiture de police, et on a eu droit également à des nuits d'émeutes. Moi, c'est ça qui me choque, si vous voulez, parce que tous les jours, vous avez des motards qui se tuent pour tout un tas de raisons. Pourquoi est-ce que lorsque le motard est d'origine étrangère, on a forcément le droit à ces éruptions de violence, à ces rébellions, à ces révoltes, etc. S'il y a un fait délictueux qui est commis, attendez, laissez la police, laissez la justice passer tranquillement. Mais c'est quoi pour vous la définition du mot racaille, Jean Messia, pour être clair? Le mot racaille, ce sont des individus qui enfreignent la loi, qui attentent aux libertés publiques par des comportements qui sont des comportements violents, par des explosions de violence,
qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Et moi, je ne veux pas, si vous voulez, que, quels que soient les individus qui soient d'origine étrangère ou française, prennent fait et cause pour ces voyous. La racaille, ce sont des voyous. Et vous ne pensez pas qu'il y en a aussi parmi les politiques, des racailles, des voyous qui pratiquent notamment l'évasion fiscale en toute impunité, j'en passe ? Il y a des racailles en col blanc, oui, bien sûr. Sauf que, si vous voulez, la proportion n'est pas la même et la conséquence sur la vie des habitants, en direct en tout cas, n'est pas la même. Moi, je suis pour le respect de la loi par tout le monde et je suis pour l'égalité devant la loi de tout le monde. Que vous soyez puissant ou misérable, la loi doit s'appliquer de la même manière, mais elle doit s'appliquer de la même manière que vous soyez noir, blanc, arabe ou asiatique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une immunité diversitaire. Pourquoi est-ce que des quartiers entiers se soulèvent quand un sabri qui circule à bord d'une moto non homologuée, peut-être volée, se tue tragiquement? Et pourquoi, lorsqu'il s'appelle Mathieu et qu'il se tue sur une autoroute, pourquoi la famille et le quartier ne font pas la même chose? C'est ça, moi, qui m'interroge. S'il y a un comportement délictueux de la part de la police, nous avons des institutions pour déterminer si c'est légal ou illégal. Maintenant, lorsque vous avez des élites qui expliquent que la police est raciste par construction et que tout jeune qui meurt, quel que soit son casier judiciaire, quel que soit son comportement, eh bien, c'est une mort qui n'est pas normale et qui est une mort délictuelle simplement parce que le mort est issu de la diversité, ben moi, j'appelle ça du racisme, monsieur. Voilà. Parce que on est égaux devant la mort et comme on est égaux devant la justice. Donc, il faut que la justice fasse son travail et qu'on exfolie, si vous voulez, de cette logique, les considérations ethniques, tribales, religieuses, etc. La France est un pays démocratique. Nos institutions sont des institutions démocratiques. Il faut laisser faire la justice et on n'a pas à se faire justice soi-même. On n'a pas à se venger soi-même. Alors Jean Messia, vous êtes même allé un peu plus loin, c'était le 22 mai dernier, dans une tribune d'ailleurs qui a évidemment eu pas mal d'écho, publiée sur le site de Valeurs Actuelles, intitulée « Les rodéos, les colons et la République ». Vous écriviez notamment, Sabri, donc lui est un fils de la conquête, alors il ne faut qu'il soit mort pour rien. Son imprudence folle l'a tué. Peu importe, il faut s'en servir pour pousser les pions de la colonisation. Alors on brûle, on harcèle, on injure, on tire au mortier sur les flics honnies. Alors en parlant de flics, je ne sais pas si vous avez écouté hier, elle était invitée chez nos confrères de France 2, c'était chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, cette chanteuse Camilla Jordana qui dit « Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité, je cite, face à un flic, et j'en fais partie ». Elle a même rajouté « Si on avait une autre image sous-entendue de la police, peut-être que les flics ne seraient pas détestés ». Est-ce que vous pensez que les flics sont détestés en France, Jean Messia ? Non, mais cette chanteuse a été plus loin. Rendez-vous compte que sur le plateau, elle a dit qu'il y a des milliers de personnes qui se font massacrer. Elle a utilisé le mot massacrer en raison de leur couleur de peau. Mais cette fille est tout simplement folle. C'est un pur scandale de dire une chose pareille. La police française est une police républicaine. Écoutez, moi, je n'ai quand même pas une gueule de Suédois, n'est-ce pas ? J'ai 49 ans, j'ai vécu dans plein d'endroits au monde et j'ai vécu dans plein d'endroits en France, à la fois dans des quartiers corrects, mais aussi dans des quartiers qui l'étaient moins. Je n'ai jamais été contrôlé, j'ai jamais eu d'emmerde avec la police, parce que la police, si vous voulez, elle ne contrôle pas, contrairement à ce qu'on croit, les gens au faciès, elle contrôle les gens en fonction de leur comportement. Si vous êtes effectivement en train de traîner dans une gare à minuit en bande, avec des capuches, en train de cracher par terre et d'emmerder les voyageurs, le fait que la police soit là pour vous contrôler et vous rappeler à l'ordre, c'est pas du racisme. La police fait son travail. Maintenant, si à chaque fois, effectivement, qu'on a des comportements délictueux, on rejette la faute sur la police, non seulement on va inhiber la police, qui est déjà le cas, parce que si à chaque fois que la police fait son travail, eh bien, on lui tombe dessus à bras raccourcis en disant « vous êtes raciste, vous êtes intolérant, vous êtes haineux, vous pratiquez des contrôles au faciès », c'est la meilleure façon pour voir proliférer des bandes religioso-mafieuses qui gangrènent précisément des territoires entiers où d'ailleurs la police entre avec de plus en plus de difficultés. Donc il faut casser ce cycle infernal. La police n'est pas raciste. Comportez-vous correctement et vous n'aurez jamais de problème avec la police. Et donc ce ressenti de Camilla Jordana, là, si vous l'aviez devant vous, vous lui diriez quoi ? Je pense que c'est un discours politique, justement, qui sert la conquête
dont je parle dans mon article de Valeurs Actuelles. Parce qu'il ne faut pas croire, si vous voulez, que derrière ces groupes de jeunes ou cette certaine immigration, tout ça est neutre. Bien entendu, vous avez des groupes qui cherchent à tirer profit de ça. Vous avez des groupes mafieux, vous avez des groupes salafistes, intégristes qui sont à la manœuvre et qui manipulent ces jeunes. Donc, il faut casser ce cercle vicieux qui gangrène la France et qui, effectivement, si on le laisse faire, eh bien, peut entraîner une conflagration civile très grave. Donc, il faut agir dès aujourd'hui et vite en extirpant la racaille et les voyous de ces quartiers pour leur redonner leur quiétude et faire en sorte justement qu'il n'y ait plus d'amalgame entre l'immigration de manière générale et un certain nombre de voyous qui pourrissent la vie des gens. Oui, mais alors en parlant de ces quartiers, justement, il faut quand même reconnaître que l'État français lui-même les a peut-être parqués dans des cités. Hein. On leur a donné des boulots dont les Français ne voulaient pas, quand ce n'était pas tout simplement le chômage, la pauvreté, la délinquance. Qu'est-ce que vous répondez également à ceux qui peuvent aussi vous dire que la France elle-même a fait appel à ce que vous appelez aujourd'hui les colons dans l'histoire? Oui, mais la France a fait appel à des travailleurs temporaires, Monsieur Morillo. C'était des contrats, à l'époque, des contrats de 2-3 ans. Et vous savez, il y a deux formes d'immigration. Il y a l'immigration de travail, qui, elle, ne nécessite ni assimilation ni intégration, parce que, par définition, c'est une immigration tournante. Et ça, ce n'est pas que la France qui a connu ça au cours des 30 Glorieuses, c'est à peu près tous les pays européens. Sauf que lorsque le choc pétrolier est intervenu en 1974, vous avez des tas de pays, par exemple comme l'Allemagne, qui, ne pouvant plus embaucher de travailleurs étrangers en raison d'une situation économique qui n'était plus la même, eh bien, ils ont renvoyé l'ensemble, la quasi-totalité des immigrés de travail chez eux. La France, à l'époque, non seulement a fait le choix de les garder malgré un contexte économique déprécié, mais elle a fait surtout le choix du regroupement familial. C'est-à-dire non seulement on ne les renvoie pas, mais on fait venir leur famille. Et c'est à partir de là, parce qu'une immigration de travail, ce sont des gens qui sont là tout seuls et qui envoient de l'argent à leur famille avant de rejoindre leur famille à l'issue de leur contrat. Mais lorsque votre famille vient vous rejoindre, l'immigration n'est plus une immigration de travail, c'est une immigration qui est destinée à se pérenniser et donc c'est effectivement une immigration de peuplement, on va dire. Et donc c'est là où, de deux choses l'une, soit on décide d'assimiler et à ce moment-là, il faut un discours assimilationniste très fort, ce qui n'a pas été le cas, soit on décide de renvoyer les gens chez eux, ce qu'on aurait probablement dû faire. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut évidemment, pour résoudre le problème, remettre l'église au centre du village, si je puis dire, c'est-à-dire remettre la France dans la France. Les gens qui, comme moi, parlent de la France ne sont pas des gens d'extrême droite, ils sont juste des gens extrêmement français qui veulent que la France reste la France. Les gens qui sont devenus membres du peuple historique par assimilation, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les chrétiens d'Orient, eh bien, ce sont des gens dont personne aujourd'hui ne mentionne les origines, à part ceux qui sont de gauche et une certaine diversité qui les qualifie de traîtres parce qu'ils se sont assimilés. Mais la réalité, c'est que si on veut rester soi-même et que malgré le fait qu'on a la nationalité française, on veut rester fidèle à ses origines et on veut rester soi-même, eh bien, on reste soi-même chez soi. La France ne deviendra jamais le Maghreb ou l'Afrique dont certaines immigrations rêvent qu'elles deviennent. Si vous avez du mal à pratiquer votre religion en France ou une certaine conception de votre religion parce que la France a une identité qui peut être parfois rétive à votre identité d'origine, nul ne vous oblige à rester en France. Mais vous craignez vraiment ce grand remplacement dénoncé par certains ? Pardon ? Vous craignez vraiment ce grand remplacement de population, comme certains le dénoncent ? Je ne sais pas s'il faut l'appeler le grand remplacement, mais toujours est-il que visuellement, moi, quand je suis retourné à Mulhouse il y a quelques semaines, 40 ans après l'avoir quitté, ce n'est pas la même ville, ce n'est pas la même population qui y habite. Donc visuellement… Qu'est-ce que vous voulez dire par là, visuellement ? Visuellement, vous avez des gens qui sont en niqab, des gens qui sont en hijab, des gens qui sont en camise, des gens qui sont en boubou. Et moi, Et ça vous choque ? Ça me choque parce que ces populations-là n'existaient pas, moi, quand je suis arrivé à Mulhouse. Et donc, il faut que qu'il faut que la France reste française n'est pas plus choquant que de dire il faut que l'Algérie reste algérienne. D'ailleurs, l'Algérie a fait une guerre de décolonisation pour que l'Algérie reste algérienne. Donc, pourquoi tous les pays auraient le droit de rester ce qu'ils sont, sauf la France, qui, lorsqu'elle veut rester ce qu'elle est, on la traite de raciste et d'intolérante. Non, la France n'est pas un pays tolérant. Au contraire, plus la France redeviendra la France,
plus elle saura reconnaître tous ses enfants de quelques origines qu'ils soient, pour peu qu'ils lui ressemblent, qu'ils ressemblent au peuple des origines, qu'ils s'appellent comme lui, qu'ils parlent comme lui, qu'ils se comportent comme lui. Et à partir de là, vos origines sont oubliées et vous devenez membre à part entière du pays dont vous portez la citoyenneté, c'est-à-dire français. Jean Messia, vous êtes notre invité en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles jusqu'à 14h. On vient dans un instant, à tout de suite pour la dernière partie de l'émission. Les Incorrectibles sont sur Sud Radio avec Éric Morillo. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le patron, ça va? C'est pas tes affaires. Ah peut-être, mais des affaires, c'est les clients Lidl qui vont en faire. Jusqu'au 6 septembre, il y a 50 millions de produits alimentaires à gagner avec les cartes magiques. 50 millions? Oui, des 30 € d'achat, on reçoit une carte à gratter avec une chance sur 2 de gagner. Et en plus, on peut aussi tenter de gagner des bons d'achat ou une des 1000 entrées au parc Astérix. Partout à 10? Tout à fait. Mais nous, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Carte à gratter dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations et règlements sur Lidl.fr. Sud Radio. Dans les Hautes-Pyrénées, À Lourdes, sur 102.2. Des portes ouvertes virtuelles, c'est possible avec les compagnons du Tour de France. Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de l'ameublement, de la construction ou des travaux publics. Vous venez d'avoir 15 ans ou vous aspirez à une reconversion professionnelle? Mercredi 27 mai de 9h à 18h, c'est portes ouvertes depuis chez vous. Toute la journée, des visioconférences interactives par métier, des infos sur les formations et un accompagnement personnalisé par téléphone. Inscrivez-vous sur compagnondutourdefrance.org et découvrez les formations et le métier que vous pratiquerez demain. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles en ce deuxième dimanche de déconfinement. Nous sommes toujours en direct, de retour en studio pour ma part, mais toujours à distance avec notre invité, qu'on remercie d'avoir accepté notre invitation. Il s'agit de Jean Messia, délégué national du Rassemblement national. Alors on parlait bien sûr de cette situation parfois explosive dans les banlieues et d'immigration. Alors Jean Messia, en parlant de ces exactions commises par certaines personnes, bon, dénoncer c'est une chose, mais la vraie question, et c'est ce qu'on reproche souvent au Rassemblement national, c'est comment résoudre ces problèmes. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir, et notamment vous, peut-être ministre de l'Intérieur? Là, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Bah écoutez, avant de vous répondre, j'ai juste un exemple à vous donner, parce que vous avez parlé de mon cas personnel tout à l'heure. Vous savez, moi je suis d'origine égyptienne. J'aime le foot. Eh bien, lorsque l'équipe d'Égypte joue au foot et qu'elle gagne, je ne m'en désintéresse pas. Mais il ne me viendrait jamais à l'esprit de descendre sur les Champs-Élysées avec un drapeau égyptien sur le dos pour manifester ma joie, comme le font des générations, parfois des troisièmes. Si l'Égypte joue face à la France, vous êtes pour qui? Je suis pour la France, évidemment. Vous savez, j'ai 49 ans, dont 41 vécus en France. Donc, je suis français. Je pense en français, je parle en français. J'ai une identité française. Et vous ne pensez pas qu'on peut avoir une fierté d'une double appartenance? Ça ne veut pas dire que je suis totalement indifférent à l'Égypte. Au contraire, j'ai beaucoup d'affection pour mon pays de naissance, avec lequel d'ailleurs j'entretiens des liens, dont je parle encore la langue de manière bilingue. Mais je ne descendrai pas manifester comme le font parfois des deuxième ou troisième générations de Maghrébins sur les Champs-Élysées avec des drapeaux algériens sur le dos, alors que ce sont des Français qui n'ont rien connu d'autre que la France depuis 3 générations. À la limite, moi, je le ferais. Je suis une première génération d'immigrés, ça se comprendrait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment des gens qui sont là de père en fils depuis 40 ans trouvent encore le moyen d'exprimer des identités alternatives à l'identité française. Une double appartenance, pour moi, n'existe pas. On a une seule appartenance, mais ça ne veut pas dire l'indifférence vis-à-vis de l'appartenance d'origine. Ça veut dire qu'on a une appartenance identitaire et qu'on a, un peu comme, je ne sais pas, quelqu'un qui vivrait à Paris, eh bien, il regarde son Auvergne natale ou sa Bretagne natale avec une pointe d'émotion, mais il se sent français. Voilà. Alors Jean Messia, je le disais en introduction, vous êtes également docteur en sciences économiques, donc on va revenir un petit peu sur cette crise du coronavirus avant de terminer l'émission et sur ses conséquences. Je n'ai pas répondu à votre question sur ce qu'on ferait, parce que ça c'est très important. Vous seriez ministre de l'Intérieur, la première mesure. La loi existe, il faut, quand ils disent une politique de reconquête républicaine, les mots sont exacts, mais eux ne pratiquent pas les actes qu'il y a derrière. Nous allons mettre des actes derrière le mot reconquête républicaine. C'est-à-dire que nous allons
autoriser avec des instructions claires la police à rentrer dans ces quartiers. La police, nos services de renseignement savent très bien qui sont les voyous, qui sont les racailles, qui sont les têtes de gondole mafieuses dans ces quartiers, qui sont les salafistes. Et vous pensez que Christophe Castaner ne fait pas le job alors ? Christophe Castaner ne fait pas le job. Christophe Castaner n'est même pas à la hauteur d'un stagiaire. Il ne fait pas le job. Il est totalement inepte. Il n'est pas à sa place. C'est une erreur de casting totale. Pour être un ministre de l'Intérieur dans les conditions dans lesquelles est la France aujourd'hui, il faut des ordres clairs, il faut une personnalité forte, il faut que les forces de l'ordre se sentent soutenues moralement, il faut qu'il y ait des instructions pour aller chercher les malfrats, les voyous, les prêcheurs de haine là où ils sont. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura résolu au moins les 3/4 du problème. Mais il faut la volonté. Il faut la volonté politique. Or, le problème aujourd'hui, c'est un logiciel idéologique qui considère que la population, quelle qu'elle soit, même les voyous, même les malfrats qui sont dans ces cités, c'est en réalité les juifs persécutés des années 30. Il y a une forme de d'hystérèse, d'effet de mémoire du totalitarisme chez nos élites qui considèrent que lorsqu'on touche à la diversité, quand bien même ce serait une diversité délinquante, eh bien, il y a là une forme de relent totalitaire qui nous viendrait des années 30. D'où l'impunité totale dans laquelle se trouvent ces voyous dans ces quartiers. Ils le savent, ils en profitent et ils avancent leurs pions pendant que nous sommes, en tout cas nos élites, sont engoncées dans un logiciel idéologique mortifère qui tue la France à petit feu. Mais ces comparaisons que vous employez parfois, vous ne regrettez pas des propos, Jean Messia? Vous ne pensez pas parfois que vous en faites un peu trop? Vous pensez sincèrement qu'en tenant ce type de propos, vous allez rassembler le plus grand nombre pour faire élire Marine Le Pen en 2022, comme je pense vous le souhaitez? Je pense que tous ceux qui sont pour le désordre, tous ceux qui sont pour l'insécurité, tous ceux qui sont pour la sécession identitaire de territoires entiers voteront jamais pour nous. Mais j'aimerais bien savoir combien ils représentent en France. Parce que quand même Emmanuel Macron, qui est le parangon du progressisme international, prononce le mot sécession identitaire, alors que ce n'est pas du tout dans son logiciel idéologique, vous comprenez bien qu'il y a quand même une réalité qui commence à se voir, même pour les aveugles militants politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, la plupart des Français, y compris d'ailleurs ceux qui sont les plus éloignés de notre ligne politique, commencent à mettre le diagnostic que nous faisons depuis des années, à le corroborer avec une réalité qui lui ressemble quand même de plus en plus férocement. Alors pour terminer, Jean Messia, cette émission, je le disais, on va revenir sur cette crise du coronavirus et sur ses conséquences économiques, puisque je le disais, donc je le rappelle, vous êtes docteur en sciences économiques, vous qui êtes qualifié dans ce domaine. Le 6 avril dernier, vous avez publié sur votre blog un billet intitulé Covid-19 Armageddon économique, coécrit avec Frédéric Amoudru. Vous écrivez notamment: ce qui est sûr, c'est que nous sortirons de ce cauchemar sanitaire d'ici quelques mois avec une France plus affaiblie que jamais, qu'un retour à la normale en 2021 ne réanimera pas. Le président de la République nous a indiqué le 12 mars qu'au terme de cette crise, il envisageait des ruptures dans le sillage d'une énième condamnation du repli nationaliste. Nous savons ce que cela signifie: cosmétiquement moins de mondialisme, toujours plus d'Europe, mais pas moins d'immigration. Ce dont nous avons besoin, c'est de moins de mondialisme, de plus de France, de l'arrêt de l'immigration, accompagné du rapatriement des étrangers qui, par leur comportement délictueux, vous le disiez, et leur fardeau social qu'ils représentent, n'ont plus leur place chez nous. Il faut rompre avec l'Europe, selon vous, Jean Messia. Seule l'Allemagne va en tirer profit? Il faut en tout cas rompre avec cette Europe-là, parce que je l'ai dit, ça avait provoqué un tollé sur la chaîne parlementaire il y a quelques mois. La propagation, si vous voulez, du Covid-19, c'est le fruit le plus achevé, le plus emblématique de la mondialisation telle que nous connaissons depuis une quarantaine d'années. Les conséquences, quels sont les pays qui s'en tirent le mieux face à la gestion du Covid? Ce sont les pays qui finalement sont restés le plus souverains sur le plan industriel, qui ont, je dirais, les usines d'armement sanitaire, puisque nous sommes dans une guerre, donc autant filer la métaphore, eh bien, qui les ont chez eux. Évidemment qu'il faut plus de France. Il faut que nous rapatrions des filières entières. Tout ce que nous prônons, tout ce que le Rassemblement national prône depuis des années, à savoir le patriotisme économique, à savoir la réindustrialisation de la France, à savoir le volontarisme politique pour empêcher les délocalisations et avoir un bras de fer avec ces multinationales qui veulent profiter, je dirais, des différenciations sociales entre les pays du monde pour maximiser leurs profits. Tout ça est en train de devenir une évidence. Sauf que, encore une fois, lorsque j'entends, moi,
Bruno Le Maire nous dire la solution passe par la souveraineté économique de la France, et que dans le même temps, le même Bruno Le Maire ne fait rien pour empêcher la fermeture programmée des usines Renault, alors même que l'État est propriétaire à 15% de cette régie, de cette entreprise, moi, je me pose des questions. Vous savez, le macronisme, ce sont toujours des discours grandiloquents, les discours que précisément les Français ont envie d'entendre sur les mots identité, sur les mots patriotisme, sur les mots souveraineté. On les déclame comme des mantras parce que ça fait plaisir aux oreilles des Français, mais en réalité, ce gouvernement restera ad vitam aeternam enquisté dans son logiciel économique sur lequel il a été élu parce qu'il ne peut pas en changer. C'est contre sa nature. La réalité, c'est que ces mots qu'il prononce, qui sont totalement creux, le seul mouvement qui est capable de mettre une réalité à l'intérieur, qui est capable de mettre du contenu à l'intérieur, c'est le Rassemblement national. Alors Jean Messia, un projet de loi d'urgence a été adopté par le Sénat en pleine crise du Covid, autorisant un assouplissement aléatoire du Code du travail avec une nouvelle limitation des congés payés ou du repos hebdomadaire. Les 35 heures semblent déjà être dans le collimateur des élites économiques. Vous craignez des offensives contre les acquis sociaux, Jean Messia ? Vous craignez une nouvelle guerre sociale, pour être clair ? C'est exactement ce que je viens de vous préciser à l'instant, c'est-à-dire que le gouvernement ne manquera aucune occasion pour effectivement mettre en place, continuer à faire avancer ces pions néolibéraux, y compris dans un contexte de crise, mais avec les meilleurs prétextes du monde. Voyez ? Donc ça prouve que le gouvernement n'a nullement changé de logiciel, alors même que le logiciel finalement qu'il représente, c'est-à-dire ce néolibéralisme des années 80, il est partout en train de s'effondrer. En réalité, la crise du Covid-19 ne fait qu'accélérer la fin du paradigme mondialiste qui a commencé en 2016 avec le Brexit et avec l'élection de Donald Trump. Et en réalité, la France était un peu à contre-pied de cette évolution historique. Aujourd'hui, le Covid-19 accélère la fin de la parenthèse néolibérale qui avait commencé dans les années 80, et il y a un nouveau monde qui se met en place, un retour des identités, un retour des frontières, un retour du volontarisme politique. Mais ça, je crois que le macronisme est une idéologie qui pratique une sorte de cécité militante. Vous êtes pour le rétablissement, notamment de l'ISF, par exemple ? Moi, je serais pour le rétablissement de l'ISF, oui, bien sûr. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, que, alors même que les Français ont subi un alourdissement de plusieurs milliards d'euros d'impôts, que ce soit une minorité qui s'en tire à bon compte et qui ne participe pas, je dirais, à l'effort qui, du coup, est aujourd'hui devenu un effort de guerre. Vous ne pensez pas que les élites ont tiré des leçons de cette crise, ce fameux monde d'après dont parlent les médias et que vous aviez évoqué tout à l'heure, vous le pensez fondamentalement différent ou pas ? Moi, je pense que c'est le monde d'après, c'est pas un monde que les élites vont choisir. C'est un monde qui s'impose par lui-même. Vous savez, il y a 6 mois, je vous aurais dit, dans 6 mois, la Terre entière va rétablir les frontières, vous m'aurez rigolé au nez. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les frontières sont revenues, plus personne ne les conteste, à part le macronisme. C'est-à-dire que les frontières françaises, le délire absolu, c'est que les frontières françaises sont fermées, non pas parce que le gouvernement les a fermées, mais parce que nos partenaires les ont fermées. C'est-à-dire que vous pouvez passer la frontière pour aller en Allemagne, mais vous ne pouvez pas aller en Allemagne parce que les frontières allemandes sont fermées, par exemple. Et avec l'Italie, c'est pareil. Donc, il y a, si vous voulez, en train de se mettre en place un nouveau paradigme, comme il en arrive tous les 40 ans. Le dernier, c'était le passage du keynésianisme étatiste, de nationalisation d'entreprises, etc., dans les années 80, au néolibéralisme. 40 ans après, on est en train de revenir, évidemment, à une sorte de monde néo-westphalien, c'est-à-dire un monde du retour des États-nations. Et quid de l'urgence environnementale ? Cette crise sanitaire, elle doit nous interpeller aussi, je le pense, sur notre rapport à la protection de notre planète, et vous particulièrement, dans le parti politique ? Bien sûr. On entend peu le Rassemblement national sur ces questions-là. Ah non, pas du tout. Justement, j'ai fait une tribune sur l'écologie là, il n'y a pas très longtemps. Je pense que justement, la solution aux problèmes écologiques, contrairement à ce que ne cesse de répéter le courant politique, enfin l'écologie politique, ne se trouve pas dans l'écologie à proprement parler, elle se trouve dans l'économie. La solution aux problèmes écologiques, c'est dans l'économie qu'elle se trouve. Vous voyez bien que quand la mondialisation néolibérale, dans ses flux, s'est arrêtée pendant plusieurs semaines, le monde était plus propre. Donc ça veut bien dire que, quelque part, c'est le modèle économique néolibéral dans ces aspects de production intensive, de production extensive, de fabrication
d'objets à des milliers de kilomètres de là où ils seront utilisés ou consommés, c'est ça qui provoque au final les gros problèmes écologiques auxquels on a affaire. J'ajoute que si la France est un des pays les plus vertueux en matière écologique, c'est aussi en raison de l'industrie nucléaire, qui est une industrie parfaitement décarbonée. Et au paradoxe, l'écologie politique veut en finir avec le nucléaire. Or, si on en finit avec le nucléaire, on fera plus de pollution parce que les nouvelles énergies, les énergies alternatives sont très loin de fournir ou de nous rendre, je dirais, autosuffisants de manière sur le plan énergétique. Jean Messia. Donc, il faut moderniser le parc nucléaire, il faut investir dans le nucléaire parce que c'est grâce à ça que la France est un pays vertueux sur le plan écologique. Jean Messia, on arrive au terme bientôt de cette émission, les 2 dernières minutes. Vous pensez que ça va être forcément le Rassemblement national qui va, on va dire, si je puis dire, avec des grandes guillemets, retirer les marrons du feu de cette crise et pas forcément la France insoumise ? Écoutez, la France insoumise, on ne l'a pas beaucoup entendu. D'autant plus que la France insoumise, si vous voulez, il y a des tas de choses qui sont remises en cause par le Covid et qui ne leur plaît pas forcément, comme la fermeture des frontières, par exemple. Voyez. Donc, je pense que le Rassemblement national n'a pas attendu la France insoumise. En réalité, le Rassemblement national, le discours qu'il tient sur l'utilité des frontières, sur l'utilité d'une souveraineté économique, sur l'utilité du maintien d'une identité nationale spécifique, c'est un discours qu'il tient depuis toujours. On ne peut pas nous reprocher de l'opportunisme par rapport à la crise actuelle. On peut au moins nous donner acte du fait que nous disons depuis des années la même chose et que tout est enfin en train de nous donner raison. Voilà. Et la crise du Covid-19 révèle au grand jour l'utilité de toutes les préconisations que nous faisons dans tout un tas de domaines depuis des dizaines d'années. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Jean Messia, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Les Incorrectibles en direct. Merci. Une émission que vous pouvez voir en replay, bien sûr, dans quelques instants sur YouTube. Merci à Quentin Cabanis à la réalisation, à Nicolas Philippi au digital, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à l'écoute de nos programmes sur Sud Radio. Merci.